Merci de me recevoir à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron. Oui. La Tunisie vient de connaître une rébellion sociale il y a quelques jours. Vous l'avez apaisée. Est-ce que pour autant, la Tunisie, à l'occasion de la visite du président français, est-ce qu'elle est vraiment dans un meilleur état? La Tunisie. Oh, c'est pas une révolution sociale, c'est des expressions de mécontentement, surtout par les jeunes qui réclament d'avoir du travail et à qui on n'a pas donné du travail depuis la révolution jusqu'à maintenant. C'est une autocritique, ça? Comment? C'est une autocritique? Non, c'est un constat. Enfin, mais nous, en Tunisie, nous initions un processus démocratique. C'est-à-dire, la liberté de la presse est respectée, la liberté d'expression est respectée, la liberté de manifester est respectée. Mais bien entendu, ça ne veut pas dire aussi que, en utilisant cette liberté, on fait des casses. Oui, mais la liberté, Monsieur le Président, vous savez bien qu'elle ne nourrit pas. Ça ne se mange pas, la liberté. Elle est indispensable, mais elle ne nourrit pas. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que, effectivement, il est de la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir de faire le maximum pour qu'on offre du travail, parce qu'il y a du chômage aussi, on offre du travail. Deuxièmement, on offre une ressource et une source de dignité. J'ai vu les avenues de Tunis, elles sont pavoisées aux couleurs des deux pays, à l'occasion de la visite d'État du président Macron. Il vient vous rencontrer, il vient vous voir, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que ça marche déjà entre vous? Et ça a toujours marché. D'abord, entre la France et la Tunisie, ça a toujours marché. Et deuxièmement, entre moi-même et M. Macron, ce n'est pas la première fois que je le rencontre. Hein. Oui. Mais là, vous avez eu des conversations avec lui, il y a eu le dîner, etc. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que l'alliance historique, privilégiée, traditionnelle, elle peut être renforcée et dans le concret? C'est-à-dire qu'avec cette visite d'État du président Macron, qui est sa première aussi, je pense que les relations entre la France et la Tunisie vont repartir à nouveau sur des bases nouvelles, surtout dans la perspective d'avenir. Et d'ailleurs, dans nos discussions et dans les accords que nous avons conclus et qui ont été signés ici, on a beaucoup plus parlé de jeunes qu'avant. Mais est-ce que Emmanuel Macron peut être un bon partenaire dans des moments difficiles comme celui-là et un véritable ami? Mais j'ai dit encore avec du concret. Je pense que c'est oui. La Tunisie actuellement a besoin de toute l'Europe. Parce qu'effectivement, comme vous avez dit que la liberté, on a besoin aussi de pain, on a besoin d'eau. Moi, je cite toujours saint Thomas d'Aquin qui dit que pour pratiquer la vertu, hein, il faut avoir des moyens. Si la démocratie, c'est la vertu, donc il faut que nous ayons les moyens pour pratiquer cette vertu-là. On va y venir, mais il m'a semblé qu'entre le jeune fils de la Ve République, Macron, et le sage de la jeune démocratie tunisienne, il y a au moins deux points communs. Vous me dites si je me trompe. Un, c'est l'audace et la ténacité. Et le deuxième, l'un et l'autre, vous parlez, on dit cash, vous parlez direct et vous parlez sans détour. C'est vrai que c'est comme ça, d'ailleurs. D'abord, c'est ma méthode. Et d'ailleurs, je suis très heureux de constater que c'est aussi la sienne. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut parler franchement des problèmes pour essayer de les résoudre dans la clarté. Qu'est-ce que vous reprochez l'un à l'autre ou qu'est-ce que vous additionnez comme promesse à tenir pour l'avenir? Pour l'avenir, bien entendu. Il faut toujours regarder l'avenir. Vous savez, je crois qu'un professeur allemand avait dit la différence entre un politicien et un homme d'État. Le politicien pense tout de suite aux prochaines élections. L'homme d'État, il pense aux générations futures. Et effectivement, pour continuer à construire un État démocratique, il faut justement penser aux générations futures. Alors, par exemple, on a dit tout à l'heure du concret, Président Essebsi.
est-ce qu'il va éponger ou reconvertir la dette de la Tunisie à l'égard de la France? Vous savez, la France est notre premier créancier. La dette, je pense, elle environne 2 milliards de dinars. Non, nous avons eu des reconversions avant, même avec François Hollande. On a reconverti 60 millions d'euros. Et là, on continue? On va continuer avec lui? On a fait une petite reconversion de 30 millions de dollars. Mais ce n'est pas uniquement dans ce domaine-là que nous allons coopérer. Est-ce qu'il va dire aux chefs d'entreprise qui l'accompagnent et aux 1300 qui sont ici, eux 1400. Aussi, 1400, ouais, il y en a encore un peu plus, qu'il ne faut pas se contenter de belles promesses, mais qu'il faut promettre d'investir ici et dans la durée. Et j'ai envie de dire, pas seulement sur la côte de la Méditerranée, mais sur les territoires de l'intérieur qui, eux, souffrent, comme on l'a vu. C'est ça le grand problème. Notre plan de développement jusqu'ici a beaucoup avantagé les plages. Mais les régions intérieures sont restées en souffrance. Et effectivement, le gros problème actuellement, c'est que nous avons beaucoup de régions qui sont marginalisées, qui ne font pas partie des problèmes économiques. Presque oublié du gouvernement central tunisien. C'est-à-dire que c'est plus difficile d'investir dans ces régions-là que d'investir sur les plages où toutes les commodités se trouvent. Mais quand même, dans notre plan de développement, maintenant, les régions intérieures ont pris une place privilégiée. Donc, et nous commençons à... Il y a des investisseurs tunisiens qui ont choisi d'aller investir dans les régions intérieures. Est-ce que les riches tunisiens, ils ont fait assez d'efforts ou il ne faut pas qu'ils passent eux aussi devant le fisc et qu'ils payent un peu plus pour aider leur pays? Il n'y a pas beaucoup de riches tunisiens. Hein. Mais il paraît qu'il y en a quelques-uns qui se sont enrichis. Oui, sûrement. Sûrement, non. On n'a rien contre, mais qu'ils aident leur pays. C'est normal que tout le monde doit se soumettre à la règle, c'est-à-dire payer le fisc. C'est exactement comme ça qu'on alimente le budget de l'État. Ce matin, le président Macron va donc inaugurer l'Alliance française du Grand Tunis. Ça, c'est important. Et surtout, il va annoncer, d'après ce qu'on m'a dit, un effort pour vos écoles, pour la création d'un campus et d'une université franco-tunisienne. Est-ce que ça veut dire que les jeunes en ont besoin, non seulement pour être diplômés, mais pour trouver des emplois quand ils sortent des universités? Oui, il faut toujours qu'il y ait une adéquation entre la formation et l'emploi. Et généralement, dans le passé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chômage. 30% c'est les jeunes diplômés. Oui, c'est vrai, mais que les diplômes peut-être ne permettent pas d'avoir un travail actuellement conforme aux nécessités du moment. Donc, il faut donc adapter l'enseignement et les diplômes aux besoins de la modernité. Nous avons un grand problème actuellement, c'est que nous poursuivons, d'ailleurs en France c'est la même chose, ils sont en train de revoir le bac, c'est 4 sujets. Et puis la formation professionnelle, l'apprentissage, etc., donc, pour nous adapter au monde de demain. Nous avons toujours besoin d'adaptation. Et effectivement, la Tunisie a le plus besoin que d'autres. Parce que depuis le début de l'indépendance, nous avons généralisé l'enseignement. Et la généralisation de l'enseignement, elle est à 99% actuellement. Mais évidemment, la qualité de l'enseignement lui-même doit suivre les mouvements de réforme. Dans le soulèvement populaire dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président, il y avait aussi la plainte des gens qui vivent les conséquences d'un budget d'austérité qui les oblige à serrer la vis. J'ai envie de vous demander, est-ce que le Fonds monétaire international, le FMI, la Banque mondiale sont à la hauteur des enjeux pour le Maghreb et pour la Tunisie? Avec le Fonds monétaire international, comme avec toutes les formations financières internationales, nous avons des négociations, nous avons des résultats et nous respectons les engagements. Oui. Mais même avec le Fonds monétaire, il y a 2 jours, notre président du Conseil était au Maroc pour assister à un forum organisé à Marrakech, un forum qui était organisé par justement le Fonds monétaire international. Et effectivement, avec les entretiens qu'il a eus avec Madame Lagarde, les choses vont. Oui, mais Madame Lagarde a dit que dans les pays arabes, le mécontentement populaire grogne, monte et bouillonne. Mais c'est le FMI qui fait pression sur la plupart.
de ces pays parce qu'ils donnent de l'argent et qui étranglent les peuples. Est-ce que vous demandez ici, ce matin, au Fonds monétaire d'être un peu plus compréhensif et de faire preuve d'un peu plus de souplesse? Je crois que... Moi, je peux le dire, mais vous aussi. Je crois qu'on fait un faux procès au Fonds monétaire. D'abord, on va avoir le Fonds monétaire, c'est pas lui qui vient nous offrir l'argent, qui ne lui appartient pas d'ailleurs, il nous appartient à nous tous. Donc, en tout cas, en Tunisie, on ne nous fait pas de pression là-dessus. Nous connaissons nos problèmes et nous connaissons qu'il faut agir, qu'il faut réformer et effectivement, il faut avoir les moyens de financer tous ces changements-là. La presse internationale, et peut-être la presse française aussi d'ailleurs, ont constaté que des centaines de manifestantes ces derniers jours ont été arrêtées. Oui. Le calme revient. Est-ce qu'ils sont libérés ou est-ce qu'ils seront tous libérés? Ici, en Tunisie, nous sommes dans une démocratie. Peut-être c'est le seul pays de toute cette région-là. Et la démocratie, c'est la liberté de la presse. D'accord. Bon, mais ici, quand il y a des gens qui viennent casser, parce que la manifestation, c'est garanti par la... Entre nous, vous savez qu'il y a toujours des ministres de l'Intérieur et des premiers ministres qui disent il y a des casseurs, etc. Il y en a eu. Oui. Mais d'ailleurs, il y avait un mécontentement. Oui. Ceux qui exprimaient ce mécontentement, est-ce qu'il y a des raisons qui restent en prison? D'abord, aucun ne rentre en prison sans l'accord du procureur. Tout est contrôlé. Maintenant, c'est comme ça. Le ministère de l'Intérieur ne peut jamais interpréter quelqu'un attenter à sa liberté sans que le procureur signe la décision. Et ils ont des moyens de se défendre. Comment? Bien entendu. Oui. Tout le monde a les moyens de se défendre. En plein conflit, j'ai lu que vous êtes allé au contact dans les quartiers en ébullition et que vous leur avez promis un plan pour l'action contre la pauvreté, contre la corruption, pour l'emploi, etc. Est-ce que Emmanuel Macron peut aider à réaliser les promesses que vous avez faites à ces jeunes ou à ces populations en rébellion et que vous l'avez fait les yeux dans les yeux? Moi, quand je fais des promesses, j'en assure l'exécution. Je ne vais pas attendre qu'à l'extérieur, non. D'ailleurs, je fais toujours des promesses raisonnables, mais parce qu'effectivement, dans ces quartiers populaires, les gens souffrent, c'est vrai. Le coût de la vie, bien sûr. Et je les écoute, comme nous écoutons maintenant tout le monde, nous essayons d'y répondre dans la mesure de nos moyens. Mais on ne peut pas apporter des réponses favorables à toutes les questions et à toutes les attentes. Ouais. Vous non plus, vous n'avez pas de cagnotte secrète et d'où vous pouvez distribuer l'argent que vous n'avez peut-être même pas. Nous n'avons pas de cagnotte du tout. Oui. C'est ça le gros problème. Mais malgré tout, ces gens-là qui souffrent, qui protestent, malgré tout résistent aux circonstances et ils font leur maximum pour s'accrocher à leur pays. Avec beaucoup de courage. Avec beaucoup de Et vous avez su leur parler directement. Sinon, c'est la migration, c'est l'exil, le risque du naufrage en Méditerranée. En tout cas, en Tunisie, nous n'avons pas beaucoup de migration. Au début, bien entendu, au moment de la Révolution, les frontières ouvertes, il y a beaucoup qui sont partis. Mais maintenant, ce n'est pas la Tunisie qui fournit la Tunisie surveille les côtes. La Tunisie est en train de faire de grands efforts pour lutter contre les trafiquants, les passeurs. C'est notre devoir. Oui. Et qu'est-ce que vous faites pour réduire le trafic de drogue, les trafics humains? Nous nous défendons. Effectivement, nous surveillons nos frontières, et c'est la moindre des choses. Et surtout, nos frontières marines, c'est par là qu'il y a la migration vers l'Europe. Maintenant, le reste, c'est une affaire pour les Européens. Qu'est-ce qu'ils en font? Quelle est leur politique pour la migration? Est-ce que c'est une politique qui va diminuer ou qui va augmenter? Ça, c'est l'Europe. Oui. La Tunisie a fourni des milliers de combattants djihadistes à Daesh, si on peut le dire, en Syrie, en Irak. Qu'est-ce qu'a prévu votre gouvernement, Jikaïd Essebsi, pour le millier de djihadistes, comme il y en a d'ailleurs, qui reviennent? Combien il y en a qui reviennent? Vous dites, vous donnez toujours le chiffre le plus haut. Il y a eu 800 qui sont maintenant soit en prison, en tout cas... Et qui reviennent des zones de guerre, 800. Qui reviennent de l'extérieur.
Et il y en avait combien qui étaient partis? Beaucoup. 2924. Parce que c'est tout à fait surveillé ici, tout à fait fiché. Et donc, parmi ces gens-là, il y a eu à peu près 800, et puis évidemment, ils sont sous le coup de la loi. Ils sont soit en prison, soit... Mais comment vous les identifiez? Vous savez qui rentre, comment ils rentrent? Ce sont les services qui font ça. Ouais. Alors, si un pays ne fait pas ça, c'est la beauté à l'encre. Et donc, quand ils rentrent, ils sont jugés? Bien entendu. Condamnés? Oui. Et ils font de la prison? Ils font de la prison. Oui. Avec le respect. Pas tous, évidemment. Ça, ouais. C'est au cas par cas. Il paraît que quelqu'un dit qu'il n'y a pas de place dans les prisons, ici. Donc, vous excluez qu'ils restent en liberté. C'est-à-dire que si leur situation nécessite la privation de la liberté, on le fera. Pour le moment, il semble que la préoccupation de la Tunisie et du président, c'est la Libye et les terroristes qui sont encore, qu'ils soient tunisiens, libyens, etc. La Libye, qu'est-ce que ça représente pour la Tunisie? D'abord, c'est notre voisin. Nous avons avec la Libye une frontière de 450 km, qui n'est pas toujours hermétique. Nous essayons maintenant de le faire, parce que de tout temps, nos relations avec la Libye étaient des relations privilégiées. Nous avons l'habitude de dire c'est un même peuple dans deux États, ce qui est vrai d'ailleurs. Et puis c'était aussi le pays où nous exportons le plus nos produits. Mais maintenant, depuis que l'État n'existe plus en Libye, la situation donc c'est un État et un système boiteux. Mais qu'est-ce que vous redoutez de la Libye ici, aujourd'hui? Nous essayons aussi d'apporter notre soutien à la Libye pour trouver une solution libyenne entre Libyens pour qu'il y ait un État à nouveau. Mais parce que pour le moment, il n'y a que des groupuscules fortement armés qui font la loi. Alors, il y a maintenant un début de consensus pour faire des élections, j'espère, le plus rapproché possible. Mais ça, c'est la Libye. En revanche, avec l'Algérie, vous avez des rapports étroits? Non, nous avons de très bons rapports étroits et nous coopérons même dans la lutte contre le terrorisme. Et avec la France, est-ce qu'Emmanuel Macron a promis dans vos conversations de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux et antiterroriste? Nous avons une coopération sérieuse sur ce problème-là, non seulement avec la France, mais avec l'Allemagne et avec les États-Unis d'Amérique. Il faut que tout le monde soit conscient qu'aucun pays maintenant n'est à l'abri de ça. Et deuxièmement, il y a certains pays qui, par leur position géographique, comme la Tunisie, sont à l'avant-garde des problèmes pour combattre le terrorisme. Et que lorsque nous réussissons ce combat, nous apportons de bonnes solutions pour les restes. Comme en France, comme en Belgique, comme en Allemagne. C'est pour ça que la Tunisie est regardée partout comme d'abord un front antiterroriste et une démocratie à la fois fragile et exemplaire. C'est-à-dire fragile, bien entendu, parce que nous sommes au nos débuts. Et deuxièmement, nous n'avons que 3 ans maintenant dans ce système démocratique. Et que la démocratie aussi n'est pas facile. Il faut une culture pour la démocratie que tout le monde n'a pas de premier coup. Donc il y a l'éducation, il y a, comme en Europe, ils ont mis 2 siècles. Nous avons 3 ans. Mais malgré tout, nous faisons le maximum, mais nous sommes conscients que pour la réussite de notre entreprise démocratique, il faut une presse libre, c'est vrai, il faut un État aussi, un État de droit. Et c'est ce que nous essayons de faire. Sans vous flatter, jusqu'à présent, vous êtes le garant de cet État de droit, etc. Et d'ailleurs, c'est vous qui avez protégé à un moment la Tunisie du chaos et du désordre. Et est-ce que ce matin, en 2018, président Essebsi, au cœur des turbulences, vous pouvez vous engager à maintenir les principes et l'esprit qu'il y a eu ici au moment de la révolution de Jaspin en 2011, il y a 7 ans? C'est-à-dire que d'abord, nous avons un système démocratique maintenant. Et la démocratie a ses lois et a ses exigences. Et nous faisons le maximum. La Tunisie, à mon avis, et vous savez, en politique, il faut un peu d'humilité. Nous
nous ne prétendons pas avoir créé quelque chose d'extraordinaire, mais nous avons quand même pu engager notre pays, ce petit pays-là de 11 millions d'habitants, qui est en même temps un pays africain, un pays méditerranéen, un pays arabe, un pays musulman. Mais avec tout cela, nous avons quand même pu faire une démocratie. Et dans ce que vous engagez, vous pouvez dire autant que possible, pour les investisseurs, pour les futurs touristes, c'est un mouvement que moi et Sepsi, je veux irréversible. Il est irréversible, parce que moi-même, je suis en plein, mais les Tunisiens aussi. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants qui sont motivés pour cela. Il y a des partis même qui sont pour ça. On peut faire confiance aux démocrates de Tunisie et surtout aux femmes tunisiennes qui ont toujours su rester debout, résister et défendre leurs droits. Et le droit, les libertés et l'esprit démocratique. Écoutez, ça, on peut la faire vous confiance. venez de mettre le doigt sur la clé du système. C'est la femme qui est la clé du système pour la réussite démocratique. En Tunisie, fort heureusement, nos femmes ont été libérées depuis 1956. Par votre ami Bourguiba. Par le père de la nation, avec Bourguiba. J'étais son collaborateur pendant 30 ans. Et sur ce plan-là, la chose continue. Actuellement, les femmes tunisiennes se sont montrées très déliées de l'ouverture à laquelle nous l'avons engagée. Je disais tout à l'heure dans la réunion, nous avons 60% des médecins sont des femmes. 60% des titulaires de diplômes académiques supérieurs sont des femmes. 42% des juges sont des femmes. Et c'est bon pour la démocratie. Comment? C'est bon pour les libertés. C'est la garantie. Il y a deux choses. Il y a d'abord la femme, et deuxièmement, ce que nous sommes en train nous-mêmes de prouver tous les jours, c'est la compatibilité entre l'islam et la démocratie. Ça, c'est un des grands marqueurs de notre Vous mariage. n'êtes pas trop optimiste? Comment? Vous n'êtes pas trop optimiste? Non, je suis réaliste. Et je sais de quoi je parle. Ouais. L'islam, mais pas l'islamisme. Tout de même. Parce qu'il y a une radicalisation dans tous les pays. Je ne vais pas dire quelle est la différence. Non, je dis l'islam. Ici, l'islam tel qu'il est pratiqué dans notre pays, c'est un islam d'ouverture. C'est la seule religion telle qu'elle est pratiquée ici qui admet la pluralité de religions. Ouais. Et c'est pour ça que si vous descendez à Tunis, vous avez la grande cathédrale, vous avez la grande synagogue, vous avez les grandes mosquées, vous avez même... C'est-à-dire que chacun son job. L'État, le pouvoir et la religion, que ce soit l'islam ou n'importe quelle religion. Non, écoutez, nous avons une constitution. Cette constitution a de particulier que c'est pour un État civil. Elle n'a pas de référence religieuse. Mais il n'en demeure pas moins... Il y a une bataille pour y arriver. Oui, hein. oui, mais il n'en demeure pas moins que le peuple tunisien est un peuple principalement musulman. Et qu'il faut quand même faire... mais qui pratique dans le domaine privé, dans sa vie, etc. Il pratique... Et je dois dire, pour ceux qui ne le savent pas, mais on le leur rappelle, que c'est vous qui avez convaincu les islamistes d'Ennahda à renoncer, peut-être un moment, mais à renoncer au pouvoir, à la loi islamique. Un moment, peut-être un moment très long. Il vaut mieux. Oui. Long. Oui, parce qu'il participe maintenant au gouvernement, et il participe aussi à une certaine stabilité dans le pays. C'est ce qui est. Et puis, de toute façon, les gens d'Ennahda ont été élus par le peuple. Oui, et c'est à la suite de quoi, on va le rappeler, un accord que vous avez passé avec le chef d'Ennahda, un jour de 14-15 août, oui, dans un hôtel de Paris, tranquille, en secret, tous les deux. Mais est-ce que c'est un pacte qui peut durer? Ni tranquille, ni secret. Ah. C'est public. Oui. Maintenant, il est devenu secret, on sait qui Mais c'est ont pas un été pacte. C'est pas un les acteurs. pacte. Et c'est quoi? Nous nous Une sommes alliance, entendus pour que... un compromis. La politique de compromis, c'est la chose la plus difficile. Parce qu'entre le compromis et la compromission, il n'y a pas beaucoup de... Mais est-ce que ça veut dire que c'est durable pour longtemps et quel que soit le chef de la Tunisie? Tant que ça dure, c'est bon pour la Tunisie, parce qu'on ne peut pas actuellement rentrer dans des règlements de compte, des comportements historiques. Vous avez rappelé, Président Essebsi, que vous étiez très proche
d'Habib Bourguiba, vous avez été son collaborateur 30 ans. Vous avez vécu la fin de son règne. Vous avez vécu aussi les travers du régime Ben Ali. Vous l'avez connu. Est-ce que ça vous a convaincu, si vous me permettez, qu'il vaut mieux, en Tunisie comme ailleurs, laisser sa famille en dehors du pouvoir? Mais bien entendu, et c'est le cas chez moi. On me fait un faux procès. Je n'ai pas un ministre de ma famille. Je n'ai même pas un gouverneur ni un directeur d'administration. Ils sont en dehors de cela. Est-ce que vous dites, comme le disait François Mitterrand, en République, il n'y a pas de dynastie? Eh bien, il a raison. Moi, on me demande qui va mériter. J'ai dit la jeune génération. Je n'ai pas d'héritier moi-même. Moi, j'ai une héritier de personne. Et, mais quand on dit votre fils, il peut... Qu'est-ce qu'il a? Il fait de la politique comme tout le monde, mais il n'est pas au gouvernement, il n'est pas il n'est pas ministre, il n'est pas directeur, il n'est pas gouverneur. C'est un membre d'un parti. C'est tout. Ouais. Et ça ne veut pas dire que ce sera lui. Comment? Ça ne veut pas dire que ce sera lui. Celui qui veut être à ma place doit être élu. Ouais. Voilà. Il doit être élu par une forte majorité. Et il ne faut pas qu'il soit pressé. Comment? Il ne faut pas qu'il soit pressé. Qui? Celui qui veut être élu après vous. Non, il peut. Nous avons une date déjà fixée, c'est en mois de décembre de 2019 pour de nouvelles élections. Oui. Ben, vous êtes en forme, vous avez envie de continuer. Ça, c'est une mauvaise question à laquelle je ne réponds jamais. Pour le moment, mais vous savez qu'on doit poser aussi de temps en temps des mauvaises questions. Non, mais je dis, je ne réponds pas. Pour le moment, je suis élu pour 5 ans. Mon mandat se termine en décembre 2019. Donc, j'espère tenir jusque-là et je vais continuer à travailler selon mes engagements. Ce qui donnera l'occasion de vous revoir. Ce matin, le président Macron va s'adresser aux députés et à travers eux à la nation tunisienne. Il ira sans doute au-delà de ce qui est l'héritage classique de nos rapports avec la Tunisie, le Maghreb et les pays arabes. Vous l'avez vu, ce sera un soutien avec les actes. Vous l'avez entendu hier soir, hier, peut-être ce matin. Nous parlons toujours ensemble de ces problèmes-là. Je sais que c'est un homme sincère, qu'il a le courage de ses opinions, et ce qu'il est en train de faire dans son pays, en France, comme changement, ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce sera un pays qui est aussi à l'écoute de son siècle. Il vous a dit, je vais continuer à réformer, etc. Oui, il a raison. Hein? Et nous-mêmes, les réformes, ça ne s'arrête pas. Ouais, quand on vous a vu hier à la conférence de presse, il y avait un duo Macron et Sepsi qui fonctionnait pas mal. Vous répondiez les uns, tac, tac, les autres. Bah, c'est tant mieux. Ouais. Oui, on s'entend bien. Ouais. Est-ce que vous ressentez que les Français ont compris qu'une Tunisie qui garantit chez elle les libertés, comme vous le dites, l'emploi, les perspectives, si elle y arrive, c'est une Tunisie souveraine et stable et que c'est une chance pour tous? Est-ce que vous dites, vous, le président tunisien, soutenir mon pays, la Tunisie, c'est en même temps se protéger soi-même? Écoutez, c'est pas moi qui le dis. Il y a un analyste français, j'ai lu dans les Échos il y a une semaine, monsieur Moïsi. Dominique Moïsi. Il a un article magnifique. Et il dit? Et il dit tout ce que vous venez de poser comme question là. Il a fait le parallèle entre ce qui se passe en Iran et ce qui s'est passé aussi en Tunisie. Et il a dit, c'est la chance de l'Europe qu'un pays comme la Tunisie existe et que l'expérience tunisienne n'est pas valable uniquement pour la Tunisie, mais c'est un symbole pour tous les autres pays. Donc toute l'Europe, la France y compris, doivent soutenir cette expérience-là. Et donc vous avez l'immense tâche de réussir, de remobiliser, de donner confiance et de vaincre les peurs ici et ailleurs. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Ouais. Et est-ce que vous viendrez bientôt en France? Je sais que vous êtes chez vous en France. Hein. Vous n'avez pas attendu qu'on vous invite. Et vous étiez déjà en visite officielle avec François Hollande. Oui. Est-ce qu'il y aura une visite? Est-ce que vous avez été invité? J'étais il n'y a pas longtemps invité à déjeuner à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Mais quand on m'invite, je viens. La visite d'Emmanuel Macron continue?
Qu'est-ce que vous dites de lui? Qu'est-ce qui vous a fait comme impression? Et je termine par cela. Moi, je trouve que c'est un homme d'ouverture et c'est un homme d'avenir aussi. À cause de son âge? Non, à cause de ses idées. Si vous mettez la question de l'âge, moi-même, c'est un homme d'avenir. Ouais. Même à l'âge où je suis. Hein. Ouais. Et c'est moi qui encourage les jeunes à travailler, à aller se former, à aller de l'avant. Donc, non, je pense que c'est un homme d'avenir. Merci de m'avoir reçu, Président Essebsi. C'est moi qui vous remercie. Et peut-être à bientôt. Sans doute à bientôt. Merci.